Il s'appelle Junior Katende. Avec lui, on va parler du processus électoral, les profils de ce 24 candidatures et aussi l'injonction des États-Unis d'Amérique dans les processus. Monsieur Junior, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes bien portant? Très bien. Voilà, processus électoral. Aujourd'hui, pratiquement 50 jours nous séparent des élections. Est-ce que vous êtes dans le bon? Nous sommes dans le bon, surtout avec notre chef, le CG Kabouya, qui nous conduit de main de maître. Je rappelle qu'il est issu de l'UDPS. Nous affûtons nos armes pour affronter ces élections afin de permettre au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de remplir un second mandat et de lui donner une majorité confortable qui va lui permettre de mettre en branle ses actions. Voilà. Vous parlez du président Félix Tshisekedi, mais il n'est pas le seul. Hein. Il y a 24 candidatures. Et ces 24 candidatures, il y a Denis Mukwege, Délice Sanga, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Martin Fayulu. Vous voyez que ce sont le poids lourd de l'opposition congolaise qui risque de faire contrepoids au président Félix Tshisekedi. En démocrate que je suis, je salue le fait qu'il y ait des compatriotes qui puissent challenger les chefs de l'État, c'est tout à fait normal. Mais cependant, il y a beaucoup de farfelus. Des farfelus? Oui, très bien. Il y a beaucoup de candidats farfelus et il y a des candidats qui sont là tout simplement pour faire un chantage au chef de l'État. Qui est farfelu? Oh, mais tout candidat farfelu, c'est qui en réalité sait qu'il ne fera pas de poids. Mais il préfère jeter 160 millions de francs congolais pour qu'on le voie et qu'il a été candidat. Katumbi n'est pas un farfelu. Katumbi, c'est un candidat qui fait peur. Voilà pourquoi il y a tous les stratagèmes qui sont mis en place pour l'écarter ou pour créer un incident afin qu'il ne puisse pas compétir. Les chefs de l'État, avec ce qu'il est en train de faire, avec ce qu'il n'a eu de cesse de faire, il n'a pas peur d'un seul candidat. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Le fils d'Étienne Tshisekedi n'a peur d'aucun candidat. Le fils d'Étienne Tshisekedi, il a fait montre de beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation contre nos ennemis internes et externes. Voilà qu'aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, c'est le Rwanda qui a activé certains de ses pions pour faire du chantage à Félix Tshisekedi. Quelqu'un qui s'est réveillé, tout allait bien avec les chefs de l'État directement, vous allez sentir que ces gens, il y a des gens qui se rebusent directement. C'est comme s'ils ont réussi injonction de quelque part. Prenons le cas de M. Mukwege. Mais quel est l'ancrage que M. Mukwege a sur le plan national? Sur le plan international, nous saluons. C'est le plus renommé de la paix, il a de l'adresse, c'est très bien. Mais il sur le plan national, un carnet d'adresse très fourni. Mais je suis désolé de vous dire que ça risque de jouer sur la balance électorale. Aucune voix d'un étranger ne va être plongée dans l'urne. Ce sont les Congolais qui vont voter leur président, à ce que je sache. Oui, avec l'appui de l'étranger. L'appui, si vous n'allez pas vous en départir. Appui logistique, je comprendrai. Appui en termes de suivi de comment des lobbies aussi. Non, les lobbies, on doit sortir de ces raisonnements-là, nous, Congolais en général et en particulier Congolais en général. Nous sommes souverains. Pour vous, Mukwege n'a aucun ancrage? Il n'a pas d'ancrage, il n'a même pas de parti politique. Non, il a un parti politique assez reine, non? Non, c'est quelque chose qui a été créé. Monsieur Mukwege, depuis quand il a commencé à faire la politique? Nous savons que lui, il a toujours réparé les femmes, encore que moi, je n'accepte pas ces termes réparer les femmes. Nos mamans ne sont pas des choses. On répare un véhicule, on répare, je ne sais pas moi, un camion, on répare une chaise. Mais les mamans, les hommes, on les soigne. Je n'ai jamais été d'accord avec ces concepts un peu populistes qui chosifient la femme congolaise. Un candidat redoutable pour vous, non, Mukwege? Rien du tout, je vous dis qu'il n'a pas d'ancrage politique. En RDC, en tout cas. Mais on voit l'Est, la partie de l'Est, Bukavu, Goma, il est très, très apprécié là. On a même vu défections dans certains partis politiques comme l'UNC. Certains députés se sont ralliés à Mukwege. J'ai l'avantage d'être un peu actif sur les réseaux sociaux. Je vous dis, monsieur David, tous les interlocuteurs de l'Est avec qui nous interagissons, ils nous disent qu'en termes de popularité, le chef de l'État est devant et de loin. Que ce soit à l'Équateur, au Maniema, au Nord Kivu, au Sud Kivu. Là, ce sont les interlocuteurs de votre obédience. Non, non, non. Est-ce que vous interagissez avec tout le monde? Avec tout le monde. Parce qu'il y a... Je prends mon temps de répondre à ceux qui interagissent avec moi. Et je pose des questions, ils me répondent en toute franchise. Certainement, avec ce qui est en train de se passer maintenant, où les phares d'essai ont le vent en poupe, où
le Rwanda et c'est les FARDC ou les Ouazalendo? Monsieur, la stratégie militaire, ce n'est pas quelque chose qu'on doit dévoiler. Oui, mais quand vous parlez des FARDC, donc c'est que les Ouazalendo font. Ils sont soutenus par les FARDC. Les FARDC sont là et respectent les cessez-le-feu, ils respectent les conventions. Mais nous soutenons, nous, en tant que Congolais, les dignes fils de ces pays qui ont choisi de faire barrage à nos ennemis. Les dignes fils, les Ouazalendo. Ils sont des dignes fils d'ailleurs. Ils les font en toute illégalité ou en toute légalité? L'article 64 donne à tout Congolais le droit de défendre, je le dis sous forme paraphrasée. Allez-y. Donne à tout Congolais le droit de se défendre face à l'agresseur. Notre pays est agressé. Je me rappelle même Mouzé, Laurent Désiré Kabila avait dit s'il faut prendre les flèches, les lances, faisons-le pour que nous puissions mettre dehors nos ennemis. Nous sommes devant des gens qui sont pleins de courage et qui mettent en déroute le M23. Nous ne pouvons qu'applaudir, c'est très clair. Oui, alors maintenant, est-ce que vous pensez à l'après, après ce qui se passe? Vous ne voyez pas que c'est un monstre qui est bien entretenu, au moment opportun, il risque de poser des sérieux problèmes à l'État congolais? Vous vous rendrez compte que tous les territoires et localités qui sont conquis par les Ouazalendo sont automatiquement occupés par les FARDC. Donc je ne vois pas où ça poserait problème en tout cas. Alors, vous êtes en train de parler des Denis Mukwege. Il y a Moïse Katumbi qui est là, un candidat aussi de poids très important. Moïse Katumbi, si vous suivez la communication de ceux qui passent pour le défendre, ils les réduisent souvent à un leader du Katanga. Leader du Katanga. Voilà. On ne peut pas prétendre gagner des élections quand on se sent que leader d'un coin. C'est déjà un déficit, c'est déjà un point qui joue contre lui. Il ne fera jamais le poids face à Félix Tshisekedi, je vous le garantis. Il ne le fera pas. Moïse Katumbi. Il n'a pas le poids de Félix Tshisekedi. Et il le sait lui-même. C'est bien de le dire. Sur base de quoi vous dites qu'il ne fera pas? Parce que lui, quand même, il a un bilan. Il a été gouverneur du Grand Katanga en 2015, avant qu'il ne démissionne. Il a fait preuve de beaucoup de choses, même quand il a été et continue à être président du tout-puissant Mazembe. On voit les résultats qui suivent. Monsieur Kilolo, vous êtes journaliste, je n'aimerais pas vous poser la question, mais je vais vous dire, est-ce que vous connaissez Madame Fifi Masuka? Cette dame, ce qu'elle est en train de faire, c'est de loin supérieur à ce que M. Moïse Katumbi a fait pendant ses 12 ans à la tête, je ne sais pas moi, 11 ans, 12 ans à la tête du Grand Katanga. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais si vous prenez seulement le Kolwezi, en toute honnêteté, il n'y a aucun gouverneur de Grand Katanga qui a fait comme cette dame. En très peu de temps, des réalisations sans précédent. Sans précédent. Mais c'est normal parce que là, c'était actuellement, c'est démembré. Dans l'ancien temps, c'était les Grands Katanga et ce n'était pas facile. Mais les Grands Katanga suppose qu'il avait plus de moyens parce que c'était des Grands Katanga. Je rappelle que l'un des points où il y a plus de moyens en RDC, les Katanga fait partie. Si Mme Fifi Masuka peut faire beaucoup avec le seul coin Lualaba qu'elle dirige, donc je suppose que si Mme Fifi Masuka, on l'a confié les Grands Katanga, elle ferait plus. Donc c'est très clair. Donc arrêtez de nous parler des bilans de M. Katumbi qui n'arrive pas à la cheville de ce que maman Fifi Masuka est en train de faire sous l'impulsion du chef de l'État, je vous rappelle. Matata Pogno, c'est lui qui a fait 4 ans avec des bilans, un bilan qui parle en sa faveur. Congo Airways, Transco, immeuble intelligent, bancarisation, beaucoup de choses sont à l'actif de Matata. Je vous parle comme ingénieur, il ne faut pas appeler cet immeuble-là intelligence. Intelligence, ça a été fait avec beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Très bien, je ferme même la parenthèse. Et vous, IDPS, qu'est-ce que vous aviez fait des concrets? L'IDPS? Oui, des concrets qui peut aussi égaler aux immeubles intelligents. Ah bon? Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui est dans la tour jumelle de finances qui est en train d'être construite? Ah bon? Est-ce que vous êtes en train de voir les projets des 145 territoires? Ah bon? Vous êtes en train de voir ce qui est en train de faire au niveau de Mama Emo? Ah bon? Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui est en train de faire au niveau des Andos? Ce sont des choses qui vont rester, M. David Kilolo. C'est sous l'influence du chef de l'État. Le chef de l'État, vouloir ou pas, il est le chef de l'État de tout le monde, mais il a sa famille biologique, sa famille politique. Matata, il y a eu la bancarisation, Transco, Congo Airways, que vous n'avez pas bien géré. Actuellement, Congo Airways est en faillite. La bancarisation, a priori, était une très bonne chose, mais très mal faite. Très mal qui nous a amené beaucoup d'effectifs où il y avait des gens qui percevaient
3 fois, 4 fois. Et qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer ces effectifs-là? Mais sous l'impulsion du chef de l'État, si vous allez maintenant au niveau du ministère de la fonction publique, mais le ministre a fait un travail remarquable pour essayer de dénicher tous ces effectifs. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des rapports. L'IGF aussi est passé par là. Donc, c'est ce que le chef de l'État est en train de faire pour mettre tout en branle afin que les choses avancent. Mais en parlant de Transco et Congo Airways, de par leur conception, ça a été conçu pour que ces entreprises-là ne soient pas viables. Je vous l'ai dit. Déjà, ça a été construit? Ça a été conçu de par la conception même de Transco et Congo Airways. Ça a été conçu sous ma tête, mais de la manière dont ça ne soit pas viable. Comment ça ne soit pas viable? On ça ne existait peut pas. Depuis 2012, peut-être 2010, jusque-là ça continue. Ça fait pratiquement 13 ans que ça existait. Mais on a attendu à ce que, à l'avènement de votre régime, qu'il y ait même un avion. Rien n'a été fait. Je vais vous répondre très facilement. C'est grâce à l'interventionnisme de l'État que ces entreprises-là semblent être viables. Mais ces entreprises devraient être capables de vivre par elles-mêmes, parce que c'est une entreprise. Oui, mais par elles-mêmes, dès lors que vous prenez certaines mesures, vous prenez certaines décisions, la réduction, par exemple, du prix des billets d'avion, sans tenir compte du contexte économique, les conséquences sont là. Non. Nous sommes le seul pays au monde où le billet d'avion est si cher que ça. Prenons les pays qui nous environnent. Ce n'est pas normal. C'était la même chose en termes de passeports et consorts. Ce n'est pas normal. Là n'est pas le problème. Est-ce que c'était bien réfléchi? Regardez partout là où vous avez pris des décisions. Quels sont les résultats après? Le problème, c'est qu'il y a eu de trop-plein dans ces entreprises-là. Des trop-pleins? Trop-plein. Que le chef de l'État a trouvé. Par avion, il doit avoir de nombre d'employés qu'on ne doit pas dépasser. Mais si vous allez dans ces entreprises-là, il y a les triples, les doubles, les quadruples. Donc, ça ne serait pas le fait de mettre les prix d'avion exorbitants pour essayer de résorber cela. Non, il faut essayer de bien quantifier le nombre d'agents afin de permettre à l'entreprise de respirer. Mais ça qui n'a pas été fait sous M. Matata Pogno, c'est très clair. Voilà, aujourd'hui, les entreprises en pâtissent. Vous comprenez? Donc, a priori, les gens peuvent penser que... Est-ce que les trop-pleins sont venus sous Matata ou sont venus sous votre gouvernement? Parce que vous aussi, quand vous êtes venu, vous aviez mis beaucoup des militants de l'UDPS qui occupent des entreprises publiques. Alors, ça crée les trop-pleins et ça n'arrive pas totalement à décoller. Faux. Faux, archi faux. Est-ce que dans les entreprises publiques, il n'y a pas les gens de l'UDPS qui remplissent cela? Lorsque vous allez au ministère des Finances, vous allez presque partout. Il y a beaucoup de gens de l'UDPS qui sont là. Ne me dites pas que les gens de l'UDPS ne travaillent pas sous le régime du président Joseph Kabila. C'est très faux. Ils travaillent. Mais on a toujours travaillé, mais tout en étant de l'UDPS. C'est notre pays. Mais aujourd'hui, que quelqu'un soit de Congo... Oui, mais là, actuellement, ils sont très nombreux. Parlons des ministères. En parlant des ministères, quand vous travaillez dans un cabinet d'un ministre de l'UDPS, c'est normal. Donc, ça signifie que les jours que le ministre part, non, avec lui. Voilà, nous parlons des entreprises publiques, parce que là, vous parlez des trop-pleins. Je vous rappelle. Le trop-plein est venu quand? Sous Matata ou après Matata? C'est sous Matata, j'insiste très bien. Le trop-plein est venu après Matata. Oui, parce que actuellement même... C'est après Matata qu'on a constaté ces trop-pleins. Mais c'est parce que l'IGF, et l'IGF notamment, le ministère de la fonction publique a fait un travail pour se rendre compte qu'il y avait des trop-pleins. On est en train d'envoyer des gens à la retraite. Vous avez suivi ça? Pourquoi? C'est pour essayer de ventiler, qu'il n'y ait pas ces trop-pleins qui est en train d'asphyxier nos entreprises. C'est très clair. On ne va pas imputer ces mauvais comportements au chef de l'État et à son gouvernement, non. Alors, il y a Congo Airways, il y a Transco. Aujourd'hui, il y a aussi Transacademia. Là, ce n'est pas l'œuvre de Matata, mais déjà dans Transacademia, on a suivi un mouvement de grève 3 mois de son existence. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi dire que Transacademia a été mise en place pour qu'elle ne puisse pas durer. Transacademia, il faut le reconnaître, c'est quelque chose comme de caritatif que le gouvernement a bien voulu faire pour essayer d'alléger la souffrance de nos étudiants qui, a priori, ne travaillent pas. Donc, faut pas, vous êtes sans oublier que l'UDPS est un parti socialiste. Par conséquent, il a tendance à prendre des initiatives qui permettent à soulager tant soit peu la population, notamment avec la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité.
les gouvernements consentent des efforts pour permettre d'alléger tant soit peu une couche de population dit vulnérable, bien qui est un peu en difficulté. C'est normal. Ça se passe partout. On le voit même aux États-Unis, partout il y a des gouvernements socialistes, ça se passe comme ça. Donc, il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement pour permettre à ce que Transacademia reste toujours en forme. Mais prenons Transco. Transco est là pour prendre de tout type de personnes. Il faut que Transco soit capable à vivre par elle-même. Si Transco doit toujours subir l'interventionnisme de l'État, le jour que l'État se fatigue, Transco va tomber à faillite. Et qu'est-ce que vous aviez apprécié de Matata? Qu'est-ce que j'ai apprécié de Matata? Qu'est-ce que vous aviez apprécié de Matata, de tout ce que lui il a fait et que vous aviez hérité de l'héritage de Matata? J'entendais que les gens disaient que M. Matata s'est réveillé tôt. Je n'ai jamais vérifié ça. Il est arrivé à son bureau très tôt, mais tout le monde le fait. Ouais. Mais qu'est-ce que j'appréciais de M. Matata, si tant est que quand on lui a demandé de répondre de sa gestion de Boukangalozo directement, il s'est fait candidat pour se victimiser. Et tous les opposants l'ont suivi. Il suffit qu'on puisse vous interpeller par la justice, vous devenez directement candidat ou vous êtes tout de suite malade. Donc, c'est un mauvais comportement qui fait que je retiens plus de Matata qu'autre chose. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a Martin Fayoul aussi, qui est revenu. Cette fois-ci, il veut une revanche avec le président Félix Tshisekedi. M. Matata Ponyo aurait dû saisir la main de Félix Tshisekedi quand le président Félix Tshisekedi quand il lui avait tendu. Parce que M. Martin Fayoul. Vous vous rappelez que le chef de l'État, au sortir des élections, avait tendu la main à M. Martin Fayoulou. M. Martin Fayoulou, au lieu de prendre la main, il avait dit ce qu'il avait dit à l'époque. Mais on se rend compte qu'il va de tâtonnement en tâtonnement. Il avait dit qu'il n'irait pas aux élections. Et aujourd'hui, il va aux élections. Mais il n'a même plus la possibilité d'avoir des députés parce qu'il a interdit à ses députés de postuler. C'est un peu la même erreur stratégique que M. Matata Ponyo avait commis en 2018 qui les ont coûté. Ils avaient dit que eux, ils n'iront pas voter avec la machine à voter. Ils ont même incité la population, ces jours-là, allez, mettez les papiers, tout ça, il faut mettre des désordres et consorts. Mais l'UDPS, en visionnaire, en stratégique, on avait dit, allons aux élections. Aujourd'hui, M. Matata Ponyo est en retard. M. Martin Fayoulou. Et M. Martin Fayoulou, excusez-moi, M. le journaliste, il est en retard. Alors maintenant, le processus électoral tel qu'il est annoncé, il y a la SADC qui est là, mais il y a aussi les États-Unis d'Amérique qui ont, ça c'est la correspondance de l'ambassade des USA qui demande à ce que les Congolais, les gouvernements puissent privilégier des voies pacifiques et des voies beaucoup plus des solutions politiques que militaires pour un processus équitable, harmonieux. Mais je rappelle à l'ambassade des États-Unis que nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale avec ces conflits ukraino-russes. Pourquoi il n'a pas demandé aux Ukrainiens de privilégier la solution politique? Parce que la Russie est un pays doté de l'arme nucléaire, un pays puissant au même titre que les États-Unis. Pourquoi il accepte que les Ukrainiens puissent mourir, puissent se battre? Pourquoi pour les conflits israélo-palestiniens, les Américains ne privilégient pas la solution pacifique? Au contraire, ils ont envoyé 2 porte-avions pour dissuader quiconque tenterait d'entraver l'opération des Israéliens au Hamas, où il y a plusieurs populations qui sont en train de mourir. Je ne soutiens pas les terroristes, mais je ne soutiens pas le fait qu'Israël se fasse attaquer. Parce que tout peuple a droit à vivre libre. Et par ricochet, Israël a le droit de riposter quand il se sent menacé. Mais ce que j'ai dit, les États-Unis doivent demander à Israël d'éviter de faire la différence entre les terroristes et les civils. Mais pourquoi les États-Unis n'adoptent pas la même attitude par rapport à la RDC? Donc nous, on doit commencer à subir des solutions politiques pendant plus de 30 ans? Non. Avec plus de 12 millions de morts. Jusqu'à quand les États-Unis vont comprendre que la RDC doit se défendre? Avec ou sans l'accord des États-Unis, nous devons nous défendre. La vie ou le conseil des États-Unis d'Amérique vaut la peine pendant ce temps? Il faut privilégier des solutions pacifiques et militaires. Mais les États-Unis, il y avait eu l'accord de Nairobi, il y avait eu l'accord de Luanda, non exécuté par les M23 et le Rwanda. Parce qu'en réalité, les M23, c'est le Rwanda, c'est très clair. Notamment, il y a certains opposants qui n'arrivent pas à dire clairement que le M23, c'est le Rwanda. Ils disent que le M23, c'est la RDC, c'est faux. Ce sont des Congolais, non.
Il n'y a que des Congolais qui sont utilisés comme des enjoliveurs. Quelques Congolais, mais en réalité, ce sont des Rwandais qui viennent du Rwanda et viennent nous mettre à mal pour assouvir les appétits mesquins de M. Kagame. Mais tout ça, les Américains ne le voient pas. Mais nous saluons la décision des Américains de couper le pont sur le plan militaire avec le Rwanda, ce qui montre que la diplomatie des chefs de l'État a payé. Ce qui montre que le voyage que les chefs de l'État a effectué, a sillonné le monde, ce n'était pas des voyages de villégiature, mais c'était vraiment pour faire de sorte que la guerre cesse. Ça apportait quoi? Mais nous sommes... Est-ce que la guerre a cessé dans l'Est? Nous sommes à un doigt de mettre d'une manière définitive la fin de la guerre à l'Est. À un doigt? Oui, je vous dis la vérité. Mais nous sommes à Kinshasa, nous ne le voyons pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui bloque? C'est un processus. Je vous dis la vérité que c'est un processus. Cette guerre de la RDC, les chefs d'État vont les mettre fin d'une façon définitive. Avait dit, je ne me considérais pas président si la guerre dans l'Est ne finit pas et que mon mandat serait un échec si j'échouais cette guerre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'elle a échoué? Non, c'est une figure de style que les gens ne comprennent pas. C'est par exemple un père de la famille qui dit « Je ne me sentirai pas papa si vous ne terminez pas vos études. » Et si les enfants n'étudient pas et ne terminent pas les études, il va plus se sentir papa. Il dit « Je ne me sentirai pas papa. » Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas papa. Attention, c'est une nuance. Ne pas se sentir et être, c'est deux choses différentes. Mais voilà pourquoi il est en train de se battre contre vents et marées pour mettre fin à cette histoire. La priorité des priorités de Félix Tshisekedi et son gouvernement, c'est la paix à l'Est. Et nous le voyons. Merci. Merci beaucoup, Junior Katende. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes analyste politique, vous êtes cadre de l'UDPS. Merci. Vous êtes aussi ingénieur? Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics et entrepreneur. Entrepreneur. Merci. Le plaisir est pour moi de vous avoir sur ces plateaux. Merci. Alors, nous vous aurons de temps en temps. Merci. Restez branchés sur Télé 50 vidéos téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Il sera 20h à Bukavu, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.